sur tout ce que vous devez savoir pour bien vous préparer aux nouvelles règles d'étiquetage nutritionnel des vins, hein, puisque c'est quelque chose qui vous attend dès le prochain millésime, et comment le numérique peut vous y aider. Donc, c'est vrai qu'on s'apprête à aborder un sujet qui est un véritable challenge hein, dans notre industrie viticole, mais heureusement, on a la chance de pouvoir anticiper, de pouvoir préparer la question avec des experts de la question et un témoignage producteur pour nous éclairer également sur son expérience de la mise en place de cette réglementation sur son habillage. Voilà. Mais avant de commencer, donc, et comme ça fera venir les gens aussi, je voulais juste faire une petite parenthèse sur l'événement qui nous attend le 23 avril, qui s'appelle Wine Connect. Wine Connect qui aura lieu à Via Vino cette année, le mardi 23, donc la semaine prochaine. C'est co-organisé avec la Mêlée, le CIVL, et il a pour ambition de mettre en relation les vignerons avec l'écosystème numérique, mais surtout d'éclairer les vignerons sur les solutions numériques existantes et futures qui peuvent les aider dans leur métier, mais aussi à faire avancer la filière. Voilà, donc c'est vrai que le numérique aujourd'hui, même si ça peut parfois paraître contraignant, hein, on peut plus faire sans hein, aujourd'hui pour gagner en efficacité, pour améliorer l'expérience client, pour créer de la valeur, assurer la traçabilité, voilà, ou répondre tout simplement à une contrainte réglementaire comme qui est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, qui peut se transformer en contrainte de production et en contrainte marketing. Donc, sur la journée du 23, nous allons mettre en lumière des solutions numériques innovantes, des témoignages de producteurs qui les ont adoptées pour faire face à leurs problématiques métiers. Et au programme, des tables rondes inspirantes, des pitchs d'offreurs de solutions, des démonstrations de start-up au travers d'un showroom Village de l'innovation. Bref, une journée vraiment unique qui vous permettra de prendre du recul, échanger et s'inspirer pour trouver des solutions concrètes. Voilà, donc je voulais juste partager en 2 petites secondes le programme et ensuite je laisserai la parole à nos intervenants qui vont traiter du sujet. Alors, le partage, hop, voilà, hop. Je voulais juste vous partager la journée du 23 avril qui s'articule en trois temps forts. Le numérique dans les vignes, avec les applications pratiques du digital pour la gestion intelligente, éco-responsable au niveau du vignoble. Le focus sur le numérique dans les chais, avec l'impact des outils numériques dans les process de vinification, la traçabilité, etc., la qualité du vin. Une pause networking déjeuner et l'après-midi, le numérique au niveau de la commercialisation, de l'export et comment le numérique peut vous aider à booster votre communication, vos ventes, l'expérience client, etc. Et ensuite, un volet sur les aides et dispositifs de financement qui peuvent vous aider dans votre transformation digitale. Voilà, et un showroom qui a lieu toute la journée. Donc voilà, cette petite parenthèse étant terminée, donc vous pouvez vous y inscrire encore. C'est la semaine prochaine. Sans tarder, hop, je laisse place à nos 3 intervenants. Donc, autour de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce que vous devez savoir pour bien vous préparer aux nouvelles règles d'étiquetage nutritionnel des vins, quelles solutions numériques pour vous y aider. Tout d'abord, nous écouterons Tatiana Parico, qui est ingénieure agronome œnologue des laboratoires du Bernay. Elle nous éclairera sur tous les aspects réglementaires de la nouvelle réglementation européenne. Ensuite, Adrien Tréchaud est fondateur d'une solution digitale ce n'est révolutionnaire, mais qui fait vraiment gagner beaucoup de temps, de simplicité et d'efficacité, qui s'appelle Dans ma bouteille. Il vous présentera cette solution numérique et comment elle peut vous aider à vous aligner avec cette réglementation de manière simple et efficace. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir la maison François Ducrot, qui partagera son expérience avec vous de cette mise en application de la réglementation, comment il l'a utilisé la solution, et nous fera part de son retour là-dessus. Voilà, je ne tiendrai pas plus longtemps. Nous sommes déjà quand même très nombreux, donc on peut commencer pour tenir un timing très serré. Petite dernière parenthèse, ce soir à 18h, vous pouvez vous inscrire également à un autre webinaire organisé par notre partenaire, le CIVL, à 18h, sur les solutions digitales de la vigne aussi à la commercialisation en prélude de Wine Connect.
Et voilà, c'est bon, j'ai fini. Tatiana, je vous laisse la parole. Très bien, merci. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc, je vais vous partager mon écran. Pendant que Tatiana se met en place, je vous propose soit de décrire vos solutions, vos questions que nous garderons pour partager à la fin. Voilà, soit on ouvrira à la fin aussi un temps d'échange, hein, parce que ce qui est d'intéressant ici, c'est d'échanger avec nos experts et de poser des questions dans des interactions, que ce soit très interactif. Et on se réserve ça à la fin. Voilà, si ça vous va. Merci. Merci. Donc moi, dans ma présentation, j'ai essayé de synthétiser en étant le plus clair possible donc toute l'évolution des règles d'étiquetage. Donc, je vais d'abord vous parler des vins qui sont concernés par ces nouvelles règles, bien revenir sur la définition de la valeur énergétique et des valeurs nutritionnelles dont vous avez sans doute entendu parler aussi des ingrédients, vous dire comment les indiquer. Et on finira par simplement un petit point sur quand et comment se préparer à s'adapter à cette évolution. Donc, quels sont les vins concernés? Donc, le règlement dont on parle, c'est le règlement 2021-2117. C'est un règlement européen qui vient modifier des règlements plus anciens de 2012, 2013 et 2014. Donc, qui dit règlement européen, dit règlement qui concerne tous les vins qui sont produits en Europe, mais aussi les vins qui sont commercialisés en Europe. Donc, il n'y aura pas que les producteurs français ou italiens qui auront l'obligation d'étiqueter de la manière dont on va parler. Il y aura ici tous les vins étrangers, donc néo-zélandais, chiliens, que sais-je, qui seront importés en Europe. Il y a eu donc, vous voyez que c'est un règlement qui date de 2021, qu'on est aujourd'hui en 2024. Donc, il a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Et il y a eu un petit peu un flou à un moment, parce que la filière n'était pas complètement prête à ces nouvelles adaptations. Il y a eu un flou sur la date de mise en application. Donc, aujourd'hui, elle est claire, c'est-à-dire qu'on sait que cette nouvelle réglementation d'étiquetage concerne tous les vins qui sont produits après le 8 décembre 2023. Donc, clairement, tout simplement, tous les vins de la récolte à venir, c'est-à-dire de septembre, août à octobre 2024. Voilà. Donc, de quoi parle-t-on? Donc, on parle de valeurs énergétiques et valeurs nutritionnelles. C'est-à-dire qu'en plus du degré qu'on connaissait déjà, on va être obligé, pour plus de transparence auprès des consommateurs, d'écrire quelles sont les valeurs énergétiques et les valeurs nutritionnelles et les ingrédients aussi des vins. Donc, qu'est-ce que c'est une valeur énergétique? En fait, une valeur énergétique, c'est une définition très précise en agroalimentaire. C'est la quantité d'énergie qui peut être extraite d'un aliment, donc là en l'occurrence le vin, et fournie à l'organisme. Cette valeur énergétique, on peut l'exprimer en deux unités, soit des kilojoules, soit des kilocalories. Historiquement, c'était plutôt des kilocalories auxquelles on était habitué, qui est une unité d'énergie, mais il y a maintenant les kilojoules, plutôt une unité de force. Comment est-ce qu'on la calcule? On la calcule à partir du dosage des certains composés du vin. Qu'est-ce qui est énergétique dans le vin? Il y a l'alcool, donc le TAV, les sucres, donc les sucres résiduels qu'on connaît, les polyols ou polyalcools, donc c'est des alcools secondaires, le glycérol notamment, et les acides organiques. Dans les acides organiques, qu'est-ce que c'est? C'est l'acide malique, l'acide lactique, l'acide citrique, l'acide gluconique, l'acide succinique, aussi. Donc, un certain nombre d'acides. Donc, à partir de là, cette valeur énergétique peut être calculée à partir d'analyses qui sont un petit peu longues. Et cependant, il y a eu un certain nombre de simplifications que je vais vous exposer. Je vais juste vous dire, avant de changer de diapo, que le Nutri-Score, qui est de E pour le vin, est optionnel. Donc, on n'est pas obligé de le marquer sur les étiquettes. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'avoir un Nutri-Score à E, c'est pas très incitatif. Voilà. Donc, comme je vous disais, la valeur énergétique donc, est exprimée en kilojoules ou kilocalories et elle est calculée à partir des valeurs d'alcool, des sucres et des acides organiques.
La réglementation permet donc un certain nombre de simplifications, c'est-à-dire dans ce calcul, au lieu de faire une analyse hyper longue et assez chère, on va dire, pour calculer tous les teneurs en acide organique, par exemple, on a un règlement qui permet de dire qu'en moyenne, un vin contient 7,7 grammes par litre de polyol et 6 grammes par litre d'acide organique. Donc déjà, on n'a plus besoin de doser les polyols et les acides organiques. Résultat, pour calculer la valeur énergétique, donc c'est le calcul que vous avez là, soit en kilocalories, soit en kilojoules, mais on passe très facilement de l'un à l'autre avec un coefficient. On a simplement besoin du TAV acquis et de la teneur en sucre. Donc ça, c'est donc une analyse complètement classique, puisque les deux teneurs en polyol et acide organique que vous avez en bleu sont donc, comme je vous le disais, 7 grammes et 6 grammes par litre. Donc ça, déjà, ça simplifie énormément le calcul. Et c'est vrai que ces calculs, c'est presque un peu inquiétant parce que tous les laboratoires ne le font pas. Et en plus, c'est des analyses qui n'auraient pas été très intéressantes à faire pour les producteurs parce que, en plus, on a des valeurs qui n'ont pas des… Enfin, ça ne varie pas du simple au quadruple, quoi. Donc, ça n'a pas forcément un intérêt énorme de les réaliser. En plus de ces calculs qui sont assez simples, on le voit, donc ils peuvent être faits soit par le producteur, soit par le laboratoire. C'est très facile à mettre en plus dans une analyse. La DGCCRF a transmis des tableaux qui permettent d'utiliser des valeurs moyennes. Donc, vous l'avez en dessous. Donc, vous avez les différentes colonnes en fonction de votre taux d'alcool. Donc, pour les vins du Languedoc, on est plutôt dans la dernière colonne, entre 12 et 15 degrés. Et en ligne, vous avez les teneurs en sucre. Vous voyez, dans le calcul, tout est basé sur la teneur en alcool et la teneur en sucre. Et donc, pour un vin entre 12 et 15 degrés d'alcool qui aurait moins de 4 grammes de sucre, donc un vin tranquille, assez classique, on va dire, on peut utiliser cette valeur de 79 kilocalories et 328 kilojoules. Voilà, donc c'est vraiment… voilà, cette valeur énergétique est vraiment très simple à obtenir. Après, c'est vrai que pour en avoir discuté avec des consommateurs ou des vignerons, je pense quand même qu'il y a certains consommateurs qui vont se rendre compte que le vin est énergétique et que, par exemple, cette valeur de 79 kilocalories là, dans cette catégorie-là, si vous avez un vin sec à 12 degrés, vous êtes plutôt en dessous, donc vous flirtez avec les 70. Et si vous avez un vin à 15 degrés avec des sucres résiduels, on est plutôt à 80. Donc, c'est un choix. Soit on prend cette valeur-là, soit on le calcule, mais dans tous les cas, ce n'est pas très compliqué à obtenir. Après, je vais revenir sur cette diapo-là. Donc ça, c'était pour la valeur énergétique. Ensuite, il y a les valeurs nutritionnelles. Donc ça, c'est donc toutes les valeurs que l'on voit déjà quand vous regardez l'étiquette d'un jus d'orange que vous achèteriez dans le commerce. Vous avez les valeurs énergétiques, donc les glucides, dont les sucres. Dans le vin, forcément des sucres. Donc ça, c'est très simple à obtenir parce que toutes les analyses classiques de vos vins vous les donnent. Et ensuite, on a l'obligation, c'est un règlement européen qui concerne toute l'agroalimentaire, donc c'est le même pour tout le monde. On doit mentionner les matières grasses, dont les acides gras saturés, les protéines et les sels. Donc ça, c'est des analyses que les labos, enfin pas mal de labos savent faire. Cependant, ça n'a pas grand intérêt de les faire parce qu'on n'en trouve jamais dans le vin. Donc pareil, le règlement permet d'accepter une moyenne de 0 pour ces paramètres-là. Donc matières grasses, acides gras, saturés, protéines et sels, on peut marquer simplement 0 dans les tableaux. On n'en trouvera jamais dans les vins. Donc une fois qu'on a ces valeurs, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on doit en faire? Donc la réglementation dit qu'il faut les afficher. Donc il y a 2 solutions. Alors pour la valeur énergétique, elle est forcément affichée, comme les sulfites, comme les degrés, ça c'est obligatoirement affiché sur l'étiquette. Par contre, pour le tableau des autres valeurs dont je viens de vous parler, soit on les affiche, ce qui charge un petit peu l'étiquette, soit on peut les mettre sur un site dédié accessible via un QR code, et ça on y reviendra dans la présentation suivante. Et donc, quand les consommateurs flasheront ce QR code avec leur smartphone, ils arriveront sur une page
où il y aura le vin, son nom, éventuellement une photo, les ingrédients dont on va parler juste après, et le tableau que je viens de vous montrer, donc reprend la valeur énergétique et puis les valeurs nutritionnelles. Ce qui est bien stipulé dans le règlement, c'est que ce QR code ne peut pas renvoyer à des informations commerciales ou marketing. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vous renvoyer vers le site avec une fiche technique, des informations sur le domaine, sur le vin, etc. Ça ne doit pas être incitatif, c'est vraiment uniquement factuel. Et ensuite, ça je vous le redirai tout à l'heure, mais le QR code doit renvoyer à ces informations, quelle que soit la date à laquelle est bu la bouteille. Donc, une bouteille de vin, ça peut se conserver très longtemps, donc ces informations doivent être gardées de manière illimitée. Donc, vous avez vu sur le dessin qu'en plus du tableau des valeurs énergétiques et nutritionnelles, on avait aussi les ingrédients. Donc, ça, c'est pareil. On connaît très bien ce genre de liste puisqu'ils sont présents dans tout l'agroalimentaire. Donc, la définition d'un ingrédient, c'est une substance, y compris des additifs alimentaires, qu'on utilise pour la fabrication d'un aliment et qui sont présents dans le produit, même s'il est modifié. Donc, un exemple, donc, pour le vin, c'est le raisin, premier ingrédient, qui est modifié par la vinification et la fermentation. Donc, en premier ingrédient, il y aura toujours le raisin. Et après, on aura tous les autres ingrédients. Donc, juste un petit point sur le sucre, le saccharose ou le MCR. Donc, si par exemple un vin a été produit avec une chaptalisation, donc avec l'utilisation de saccharose, le saccharose devient un ingrédient. Donc, il faut le mentionner. Si par contre, il y a eu un enrichissement avec du MCR, le MCR n'est pas considéré comme un ingrédient. Par contre, s'il y a une édulcoration à la mise en bouteille, même si c'est 2 grammes, 3 grammes, le MCR devient un ingrédient. Donc là, il faut avoir une bonne traçabilité. Et ensuite, dans les ingrédients, il y a tous les additifs alimentaires. Donc, les additifs alimentaires pour le vin, ils sont parfaitement connus. On les regroupe dans différentes catégories. Il y a les régulateurs d'acidité, donc tout ce qu'on ajoute pour apporter de la fraîcheur au vin, donc de l'acide lactique, de l'acide malique, de l'acide tartrique, l'acide citrique, qui peut être aussi un stabilisant. Ensuite, on a les conservateurs, donc l'acide ascorbique par exemple, l'isosyme encore, et puis les sulfites. Les stabilisants, donc les manoprotéines, les gommes arabiques. Et ensuite, on a les gaz qui sont dits gaz d'emballage. Donc, en fait, quand, par exemple, on va caler le CO2 avant une mise en bouteille, par ajout de gaz carbonique pour être, par exemple, à 1100, 1200 pour un blanc ou un rosé, on considérera que c'est un gaz d'emballage. Voilà, c'est la mention. Et donc, ça fait partie, il y a quelques cas particuliers sur ces ingrédients. Voilà, vous les avez là. Gaz, donc l'azote, l'argon et le CO2 que l'on peut utiliser devront être mentionnés avec la mention, dans la liste, sous la mention mise en bouteille sous atmosphère protectrice. Voilà. Ensuite, la famille des sulfites, donc la mention sulfite, ça concernera le dioxyde de carbone, le bisulfite de potassium et le bisulfite de potassium. Donc ça, c'est un deuxième cas particulier. Troisième cas particulier, c'est les tannins. Donc là encore, il faudra bien veiller à sa traçabilité. Donc les tannins qui sont utilisés en vinification ne sont pas mentionnés. Par contre, les tannins utilisés en élevage le sont. Et ensuite, un autre cas particulier, donc vous pourrez utiliser la mention contient, par exemple, de l'acide citrique et ou de l'acide lactique et ou un autre acide pour l'utilisation des acides, des correcteurs d'acidité et des stabilisants. Donc, en fait, ça permet d'anticiper un petit peu vos mises en disant, à première mise, par exemple, si vous avez un lot que vous mettez en bouteille plusieurs fois, il y aura quand même un seul QR code, parce qu'il y a une seule étiquette. Ça permet de dire, j'ai mis l'acide ascorbique et peut-être quand je le mettrai en bouteille plus tard dans l'année, j'aurai mis du citrique. Donc ça, on l'anticipe, il faut en parler avec son œnologue conseil, mais c'est juste cette mention à mettre et pas en toutes lettres avec 36 lignes.
Donc, pour les ingrédients, petite caractéristique des indications, c'est que les ingrédients doivent être indiqués dans un ordre précis, dans l'ordre décroissant de poids. Donc, c'est vrai que si vous regardez un paquet de bonbons, vous voyez, toujours le même ordre en fonction de l'importance de l'ingrédient. Donc, pour les ingrédients qui sont présents au-delà de 2%. Donc, donc pour le vin, on commencera toujours par le raisin parce que normalement, c'est ça qui est le principal. Et ensuite, on va dans l'ordre décroissant. Par contre, pour les additifs dont la présence est inférieure à 2%, là, il n'y a pas d'ordre. On peut mettre un ordre aléatoire qui vous convient. Un petit focus sur les auxiliaires. Donc, qu'est-ce que c'est un auxiliaire? Alors, un auxiliaire, ce n'est pas un ingrédient. Un auxiliaire, c'est un produit qui n'est pas consommé comme un ingrédient, mais c'est un produit qu'on utilise pour la production, la transformation des matières premières en produits alimentaires. Donc, en l'occurrence, pour le vin, ça va être des levures, les cols, les enzymes, par exemple. Un auxiliaire est considéré comme n'étant pas présent dans le vin, enfin dans le produit alimentaire, à la fin de sa production, ou alors de manière inintentionnelle. Donc, on peut avoir des levures, par exemple, si le vin est pas parfaitement filtré, puis on en trouve même d'ailleurs, même s'il est bien filtré, très souvent, mais ça, on n'est pas obligé de le mentionner. Par contre, ça veut dire que vous collez à la bentonite, ça rentre dans votre traçabilité, certes, mais on n'est pas obligé de le mentionner. Par contre, ces nouvelles règles d'étiquetage ne changent rien au règlement de 2012 sur les auxiliaires allergènes. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu long à lire, je suis désolée, mais la définition est tellement précise, c'est difficile de la synthétiser. C'est-à-dire qu'un auxiliaire ne peut avoir des résidus inintentionnels et cette substance, à condition que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire. Donc, si un auxiliaire peut avoir des résidus qui présentent un risque sanitaire, donc c'est le cas des allergènes, donc par exemple la caséine, on est obligé de le mentionner. Donc, toute la réglementation de 2012, donc, sur la caséine notamment, l'albumine, ne change pas. Par contre, ça, on garde cette règle et si vous avez des résidus au-delà de la limite légale, on est quand même obligé de le marquer sur l'étiquette. Donc, comment se préparer? Comment se préparer? Simplement, je pense qu'il faut avoir une traçabilité hyper rigoureuse. Là, vraiment, on va y être obligé parce que ce serait dommage de marquer des additifs qui ne sont pas dans le vin. Faut bien l'anticiper. Donc, ça, c'est aussi le rôle des œnologues conseils, de revoir les protocoles de mise en bouteille, de voir où est-ce qu'on met du citrique, où est-ce qu'on met de l'ascorbique, etc., pour avoir vraiment des fiches par vin. Se poser la question de est-ce qu'on dématérialise ou pas. Bon, j'imagine qu'il n'y aura pas beaucoup de vins avec ces tableaux imprimés au dos de l'étiquette. Et puis, déterminer les valeurs énergétiques en amont, mais au final, il faut les déterminer en fait, au moment où on regarde les degrés que l'on mettra sur l'étiquette. Donc, nous, on pense le mettre au laboratoire sur les analyses de collage, par exemple, ou après assemblage. Voilà, pour être prêt. Et ensuite, donc, comme je vous disais, ces QR codes, donc ça, je pense qu'on y reviendra après, doivent être facilement lisibles. Donc, il faut bien respecter cette bande blanche autour du QR code pour qu'il soit facilement lu par les smartphones. S'il y a trop d'écriture ou s'il y a une bande noire autour et c'est illisible pour un smartphone, donc là, vous ne respecterez pas la réglementation. Ils doivent avoir une durée de vie normalement illimitée. Alors bon, pour un vin de pays blanc, je pense que si le QR code n'existe plus dans 50 ans, personne ne vous en voudra. Il faut bien vérifier ces données et puis évidemment les maîtriser et pouvoir les récupérer à tout moment. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, comme on disait, on prendra plus les questions à la fin et je passe la parole. Voilà. Merci Tatiana. Adrien, c'est à toi. Bonjour, je pense que tout le monde m'entend. Je vais partager moi aussi Oui. mon écran. Est-ce que vous voyez l'écran? On voit Duvernay encore.
l'écran de Tatiana. Voilà, c'est bon. C'est en train de se préparer. Oui, Bonjour à toutes et à c'est moi. tous. Bonjour à toutes et à tous. Je viens vous présenter Dans ma bouteille, la première plateforme au monde d'information consommateur sur les ingrédients, additifs et allergènes des boissons alcoolisées. Donc, j'ai créé Dans ma bouteille en 2017 en reprenant localement. On a un domaine viticole à Lansargues, près de Montpellier. J'ai repris un guide qui s'appelait Vin et santé et il y avait 30 années de données nutritionnelles sur les vins avec 200 ou 300 vins tous les ans qui faisaient analyser ces vins. Mon objectif en reprenant ce guide, c'était de, bah, de parler des données nutritionnelles et pour le vin notamment, parce qu'aujourd'hui, le consommateur est plutôt à l'écoute de ce genre d'informations et il a appris, je dirais ces 5 ou 10 dernières années, à regarder un peu plus précisément les contre-étiquettes et les indications des produits avant de les acheter. Et je trouvais que le vin, qui a une très belle naturalité, n'avait rien à cacher et devait lui aussi tout doucement évoluer vers cette transparence consommateur en se mettant au moins à un niveau d'information égal. Donc, j'ai entrepris une démarche vraiment de façon autonome en lançant cette première plateforme avec 200 ou 300 producteurs en France qui étaient aussi intéressés par avancer. J'ai toujours eu une démarche qui est tournée vers le consommateur parce que tout ça, en fait, on le fait, c'est très contraignant, c'est quelque chose en plus. Et ça fait 40 ans que le vin y échappe. Donc, il y a des vraies raisons pour lesquelles, jusqu'ici, on n'était pas obligé de le faire. Et pour autant, si on fait cet effort-là aujourd'hui, c'est vraiment pour mettre le consommateur au milieu et lui apporter des informations. En 2021, avec quelques producteurs déjà bien engagés, on a positionné les premiers QR codes sur les contre-étiquettes des bouteilles et ces QR codes renvoyaient uniquement aux données nutritionnelles, hein. J'ai été invité en 2019 et en 2020 au Parlement européen à discuter de ces choses-là, de l'affichage nutritionnel et pour les vins. Et j'ai aussi eu la chance d'échanger avec la DGCCRF très très tôt. Et il était vraiment important de préciser que cet affichage intègre uniquement des informations consommateurs, qu'il faut être neutre. Et dès le début, l'Europe ou la DGCCRF m'a bien précisé qu'on ne pouvait pas utiliser ces informations pour faire valoir euh, un intérêt commercial. Donc en 2023, l'Europe, comme vous le savez, à partir du 8 décembre, a demandé à ce que ça devienne une obligation qui sera applicable pour les prochaines vendanges. Mais il faut le savoir aussi, les États-Unis, on a participé il y a un mois maintenant à deux premières réunions publiques. Les États-Unis sont en train de réfléchir aussi à basculer dans l'information consommateur, l'information sur les données nutritionnelles pour les boissons alcoolisées d'une façon générale, et que beaucoup de producteurs américains demandent à ce que ça puisse se faire également de façon numérique. L'Australie également, le Canada, voilà. On peut imaginer assez rapidement que on ne sera pas les seuls à avoir ces obligations-là. Et donc, l'Europe le demande depuis pas mal de temps. Je rappelle que l'intérêt du consommateur est là aussi, hein, c'est vraiment un intérêt croissant pour lui, et que l'affichage numérique, en fait, c'est une opportunité pour la filière parce que pendant très longtemps, on n'a pas eu à indiquer ces données. Et aujourd'hui, on se retrouve projeté dans ce qui pourrait être l'affichage de demain, parce que à l'horizon de 2027, l'Europe réfléchit également à ce que pour tous les produits, on puisse avoir un affichage et une information consommateur qui soit également développée vers du numérique. Donc, on a vraiment une opportunité. Je pense que la filière l'a demandé parce que un tableau nutritionnel derrière une bouteille de vin, c'est certainement, ça prend beaucoup de place et on a aussi un process
qui est un peu compliqué à mettre en place avec des impressions d'étiquettes très en amont. En tout cas, on a cette opportunité de relever ce challenge-là et j'ai développé cette solution avant tout pour permettre aux producteurs d'afficher ces données de façon numérique, de garantir un affichage à travers un QR code. Mais dans ma bouteille, dans mon développement, ce n'est pas uniquement la solution que je vais vous proposer, que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour les producteurs, c'est aussi une application pour les consommateurs. Parce que le vin, mais demain la bière et après les spiritueux vont être dans l'obligation et certains consommateurs, je sais pas, diabétiques, ont envie de savoir dans quelle bière il n'y a pas de sucre. Donc c'est aussi une application consommateur et il faut imaginer aussi que tous les sites de vente vont devoir afficher ces données. Donc j'ai développé les premiers outils qui permettent à des distributeurs de venir se connecter et d'afficher les données nutritionnelles des boissons qu'ils vendent sur leur site. Donc c'est tout un écosystème qui se met en place dans la circulation de cette donnée et que je propose. Donc si je me concentre aujourd'hui sur le QR code, on va appeler QR code nutritionnel. Donc en fait ce QR code, c'est la solution la plus simple pour vous accompagner dans l'affichage des données. Il existe toutefois, je vais le préciser ici, d'autres solutions. Hein. L'Europe ne précise pas le terme de QR code, elle précise de façon numérique. Donc, il y a des puces NFC, des puces RFID qui sont intégrées aux contre-étiquettes, qui coûtent un peu plus cher, mais qui permettent aussi de répondre aux obligations. Le QR code, c'est une URL courte qui, avec un téléphone aujourd'hui, on a vu basculer l'Europe après le Covid. Hein. Tout le monde aujourd'hui est beaucoup plus habitué au QR code. Et donc, c'est une solution simple aujourd'hui pour permettre aux consommateurs d'afficher des données nutritionnelles en utilisant simplement son téléphone. Donc, l'espace pro, c'est quelque chose que j'ai créé, je vous redirai, pour ma mère, qui est sur un petit domaine viticole de 24 hectares à Montpellier, à la retraite et qui voyait dans cette évolution plutôt du mauvais. Et moi, je me suis dit, mais il faut faire quelque chose qui soit compréhensible, simple, heu et qui puisse permettre de répondre au plus grand nombre aux informations demandées par l'Europe aujourd'hui. Donc, quelles sont-elles? Comme Tatiana l'a dit tout à l'heure, il faut que ces informations soient disponibles à tout moment. Comme il n'y a pas de date de péremption pour un vin, eh bien, on peut imaginer que ces informations le QR code doit fonctionner pour ad vitam aeternam sur toutes les bouteilles mises sur le marché. Il faut que ces informations soient accessibles également dans les 24 langues officielles européennes. Donc, si les premiers effets waouh chez les producteurs qui ont déjà implémenté des QR codes, c'est le revendeur hollandais qui scanne le QR code et qui a immédiatement accès à ces informations dans sa propre langue. Donc ça, on m'a écrit pas mal de messages en disant « Ah, c'est génial, les 24 langues, c'est quelque chose, un peu un effet waouh ». C'est une mise à jour des informations simples en temps réel, c'est-à-dire que quand on génère un QR code, après, les informations que ce QR code présente sont modifiables. Hein, elles sont pas uniques et figées. C'est le QR code qui est unique, qui est dédié à votre cuvée, et on peut le mettre à jour très facilement. Et enfin, l'interopérabilité, c'est quelque chose dont on s'est aperçu avec d'autres acteurs de la filière qui viennent d'autres trajectoires. L'interopérabilité, c'est la capacité pour vous, demain, comme passer de Free à SFR, vous changez votre ligne téléphonique, eh bien, il faut que vos données puissent suivre. Et donc, on a un devoir de structurer les données de la même façon pour pouvoir les transmettre tous ensemble, les uns aux autres. Alors, on a créé comme ça le Safe e-Label, qui est une façon pour nous d'être sûr de travailler tous de la même façon et d'avoir des données interopérables. Donc, l'espace producteur, c'est un espace qui permet de créer un QR code de façon très simple avec un déroulé en quatre questions. Et le QR code, vous pouvez le générer 3 mois, 6 mois avant la mise en bouteille en identifiant simplement la cuvée.
On vous communique immédiatement tout ce qui est données nutritionnelles. Donc, ce que Tatiana a présenté, les valeurs nutritionnelles vous sont communiquées sur la base du taux d'alcool de la bouteille et du taux de sucre résiduel. On vous indique également toutes les mentions obligatoires à faire figurer. On vous accompagne dans l'intégration de votre QR code sur vos étiquettes. Et une fois que les étiquettes sont imprimées et mises en bouteille, la mise en ligne se fait automatiquement et vous pouvez venir mettre à jour vos données nutritionnelles si celles-ci ont évolué, par exemple, juste avant la mise. Donc vraiment un outil simple, dédié et illimité. Vous pouvez créer autant de QR codes que vous voulez. Voilà. Ça, c'est moi, c'est vraiment une offre, une plateforme qui est dédiée à l'affichage nutritionnel. On peut créer autant de QR codes qu'on veut, on peut mettre à jour autant d'informations qu'on veut, et on a une garantie que toutes ces informations sont constamment réglementaires. Si demain les normes devaient évoluer, on le ferait évoluer aussi très facilement. Donc c'est simple et illimité. Là, je vous ai adressé 2 QR codes possibles. Donc, il y a un premier QR code à gauche qui affiche les données réglementaires. Hein. Vous pourrez les scanner. La présentation vous sera partagée par la suite. Et un autre QR code d'un producteur qui, lui, met un petit peu plus de données en ligne, comme l'acidité, le pH, etc., qui sont des données factuelles toujours, hein, dans l'idée de ne pas indiquer de données commerciales, mais uniquement des données factuelles. La plateforme permet de générer un QR code et de créer une étiquette nutritionnelle en moins de 2 minutes. Ça, c'est un retour que j'ai constamment. C'est facile, c'est simple d'utilisation. On peut mettre à jour ces données et on vous accompagne dans la façon de les présenter. Donc, un outil unique et simple. Ici, la possibilité également de venir se connecter au laboratoire, donc d'avoir des passerelles avec les laboratoires pour toujours l'idée de cette plateforme, c'est de vous simplifier la vie et aussi d'avoir une certaine traçabilité de l'information. Donc, dans ce cas-là, toutes les données affichées derrière ce QR code viennent directement du laboratoire. Et un dernier point sur lequel je vais prendre un petit peu plus de temps pour parler, enfin 1 minute de plus, c'est l'objectif de 2027 qui est de remplacer le code barre par un QR code. Donc en fait, ce QR code, à l'horizon 2027, il aura une double fonctionnalité. Lorsqu'un consommateur le scannera avec son téléphone, il aura accès immédiatement aux données nutritionnelles du produit. Et lorsque ce même QR code passera en caisse, il aura les mêmes fonctions que le code barre aujourd'hui. Donc, on va avoir une simplification de l'usage. Et pour ce faire, le QR code va embarquer des informations comme le AN13 et du coup aura les mêmes fonctionnalités que le code barre. Donc, dans un premier temps, on va demander de garder les deux jusqu'à 2027. Et il faut voir que c'est une évolution qui arrive également pour tous les autres produits. À l'horizon 2027, il n'y a pas que les vins qui auront des QR codes pour passer en caisse, il y aura aussi les pâtes, il y aura aussi probablement les vêtements. Toutes les étiquettes qui ont aujourd'hui un code barre vont tout doucement passer au QR code. Ce n'est pas la structuration du QR code qui pose un problème aujourd'hui, puisque la plateforme, par exemple, dans ma bouteille, qui est partenaire de GS1, embarque déjà le numéro AN13 et pourrait être scanné en caisse et on y trouverait les bonnes informations. Aujourd'hui, l'objectif de 2027, c'est que toutes les machines de lecture en caisse soient équipées pour lire le QR code à la place du code barre. C'est vraiment ça le frein. Donc, j'avais GS1 qui m'a communiqué une rapide présentation. Je prends une petite minute de plus. Donc, GS1, c'est Monsieur Code Barre Europe. On est vraiment très engagé
dans cette évolution-là. C'est une association non lucrative et aujourd'hui présente dans 150 pays. Et avec GS1, on crée le Jetin. Donc le Jetin, vous le connaissez tous. Et ce Jetin-là, qui est utilisé dans le monde entier, qui apporte une visibilité et une traçabilité ainsi que des solutions logistiques, demain va être intégré dans ce QR code. Voilà. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails de la structuration, mais c'est une évolution sur laquelle le vin est en première ligne et vraiment, c'est une opportunité donnée à la filière d'anticiper donc de 3 ans ce qui va arriver aussi pour tous les autres produits. Voilà. J'en ai fini avec ma présentation. Évidemment, on reprendra peut-être quelques questions après. Je vous remercie de votre écoute. Merci Adrien. On va se réserver un petit temps de questions. Juste avant le témoignage de François, comment François, est-ce que tu as, que tu as mis en place toute cette réglementation et quel recours as-tu eu pour le faire figurer sur tes bouteilles? Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et donner des conseils éventuellement aux autres opérateurs? Ah, il faut que tu enfin, active ton micro. Ou alors on va le réactiver pour toi, mais comme tu n'es pas identifié comme invité, je crois que c'est. J'arrive pas à lui. Tu n'arrives pas à lui remettre. Oui. Ah. Ça alors. Ça, c'est quand même la meilleure. Je vais aller dans options. C'est bizarre qu'on n'arrive pas à lui remettre. Singulier. Oui. Bizarre. Dans les paramètres. Est-ce que peut-être déjà on peut prendre une ou deux questions avec Oui, on peut déjà, en attendant qu'on débloque François. Alors, à moins qu'il puisse quitter et revenir, François. Est-ce que tu peux te déconnecter et te reconnecter, François? Je pense que c'est la solution. Ouais. En attendant, on peut prendre des questions. Alors moi, j'avais des questions en préparation du webinaire sur l'export et notamment des questions sur l'adaptation au langage, aux différentes exigences des pays. Déjà, bon, tu as répondu partiellement, Adrien, en disant qu'un QR code suffisait et qu'il n'y avait pas besoin de créer des QR codes par pays. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Et donc, le QR code s'adapte au pays dans lequel il est scanné. C'est ça? Oui, tout à fait. Alors, il s'adapte à la langue de paramétrage du téléphone. C'est ça qui est formidable, c'est que si un Espagnol scanne et que son téléphone est paramétré en espagnol, il a les données qui s'affichent en espagnol. Donc, c'est paramétré par rapport à la langue de paramétrage du téléphone. Il y a aujourd'hui donc, l'opportunité, c'est de se dire que c'est un QR code, quelle que soit la destination des bouteilles. Et il y a aujourd'hui pour le Canada notamment et d'autres destinations des obligations d'affichage différentes ou des adaptations. Et en cela, ça ne change pas le travail de préparation de la contre-étiquette pour le Canada, par exemple. Par contre, là où ça amène une évolution, c'est qu'en Europe, par exemple, l'Italie a demandé à ce que certaines données soient affichées en plus sur le QR code. Et donc, il y a l'autorisation de les mettre sur le QR code, type les matériaux utilisés pour l'emballage. C'est donc le type de bouchon, le type de verre, le type de carton d'emballage. Ça, c'est spécifique à l'Italie et c'est aujourd'hui tout à fait possible de le faire à travers un QR code. D'accord. Ah, François se reconnecte. C'est bon. Oui, ça y est. Celui-là marche. On t'écoute, François. C'est bon. Bonjour à tous. Désolé pour la connexion.
Merci de m'avoir invité à témoigner. Alors, bon, moi, je suis donc négociant vinificateur à côté de Montpellier. Et en fait, j'ai depuis une petite année, je me suis intéressé au sujet de l'affichage nutritionnel par le biais d'Adrien, qui m'a donc proposé une inscription à la plateforme. Et moi, j'avais comme idée de pouvoir anticiper un petit peu comment dire, la réglementation. D'abord, pour pas être coincé le jour où ça arrive, parce que on attend souvent trop longtemps pour pour se mettre en règle. Et puis, on fait ça dans le stress. Du coup, c'est des contre-étiquettes gaspillées, c'est du travail à faire rapidement, et donc on ne prend pas le temps, on le fait vite fait, et je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose. La deuxième raison, c'est, et Adrien l'a dit, pour moi, le QR code est une chance. Dans le sens où on évite la longue liste des ingrédients éventuels qui serait sous forme d'un tableau derrière l'étiquette. Et ça, je pense qu'on a une chance et on doit la défendre. Et si l'ensemble de la filière joue le jeu, il est possible que ce QR code soit maintenu, voire même généralisé dans les autres denrées alimentaires, ce qui est quand même une chose intéressante. Bon. Ça, c'est les éléments qui m'ont donc poussé à aller un petit peu plus loin. Et au mois de décembre, là, je m'y suis vraiment mis. Et donc, j'ai créé les QR codes, disons, qui doivent figurer sur les bouteilles que je commercialise. Alors, le retour d'expérience, effectivement, c'est très simple. Donc, ça doit se passer à peu près de la même manière chez tous les opérateurs dans toutes les plateformes qui existent. En tout cas, dans ma bouteille, on a comme élément obligatoire à rentrer donc le nom du vin et le sucre, l'alcool et les ingrédients. Je crois que c'est les seuls éléments obligatoires, Adrien, qui doivent être rentrés. Donc, ça prend excessivement peu de temps. Ça, tu le fais à la main. Oui, alors moi, je sais qu'on peut aussi connecter via un labo. Bon, pour l'instant, moi, je n'en suis pas encore là. Je les rentre, donc il suffit de lire le bulletin d'analyse, l'alcool, le sucre et tout ce qu'on a pu rajouter ou les additifs qu'on a pu utiliser pour la conception de ce produit. Donc, ça prend effectivement entre 2 et 3 minutes par vin. Bon. Une fois qu'on a compris comment ça marchait, on télécharge le lien URL donc, sous forme d'adresse Internet. Donc, c'est une adresse Internet très simple hein, pour éviter qu'il y ait trop de pixels dans le code. C'est une adresse Internet à 4 lettres et 6 chiffres ou un truc comme ça, qui permet d'avoir en fait un accès derrière pour la création de la contre-étiquette, donc soit à transférer à un imprimeur qui va lui l'intégrer dans la couleur qu'il veut et avec les instructions qu'il aura reçues préalablement, j'imagine, des opérateurs pour pouvoir l'intégrer à l'étiquette et puis refaire un petit peu le design, hein, parce que finalement, je me suis rendu compte que c'était un petit peu ça le plus long, c'était de refaire la contre-étiquette pour pouvoir trouver une petite place pour pouvoir intégrer ce code, puisqu'il prend un petit peu d'espace, quoi. Voilà, donc après, il calcule tout seul, bien sûr, les valeurs énergétiques, hein, qui sont, comme nous l'avons entendu précédemment, liées essentiellement au sucre et à l'alcool. Et puis, le tour est joué, quoi, hein, si je puis dire. C'est tu n'as pas eu de difficulté majeure à le mettre en place sur tes habillages? Aucune. Et tu n'as pas eu de rejet de la part de clients ou des marchés? Alors, ou de questions, revendications? Pour moi, en tout cas, moi, j'ai eu aucun retour, ni positif ni négatif, ni des distributeurs, ni des gens par Internet, ni de rien du tout. Je n'ai eu aucun retour. Donc, j'imagine que qui ne dit mot consent et que finalement, les gens trouvaient ça
plutôt bien. Bon, après, pour l'instant, c'est encore un petit peu novateur, mais ça va se généraliser progressivement. Tu exportes? Oui, on est globalement dans toute l'Europe. Bon, pour l'instant, donc, ce ne sont que les vins vendus en Europe et en Grande-Bretagne qui sont pourvus de ce QR code. Toutes les autres étiquettes spécifiques, on n'a pas encore comment dirais-je, la nécessité de le faire pour l'instant, mais je pense qu'on nous tiendra rapidement au courant des évolutions. Et puis, s'il y a des choses qui doivent figurer dans certains pays, eh bien, on utilisera toujours en fait le même QR code, mais l'application, la plateforme, pardon, s'adaptera au pays dans lequel le téléphone est paramétré ou dans lequel la bouteille est flashée, quoi. Donc au final, nous, après, on n'a plus grand-chose à faire. On nous demandera les indications qui sont nécessaires dans d'autres pays éventuellement pour compléter la fiche. Mais une fois que le QR code est créé, c'est un QR code par cuvée et il est valable finalement pour toute la durée de commercialisation du produit, quoi. Ok, est-ce qu'il y a une taille nécessaire à respecter pour la taille du Gen code, enfin du QR code, excuse-moi? 1.3, Adrien. Ah pardon, je n'avais pas vu que je vais répondre à cette question. En fait, l'Europe n'a pas mentionné de taille, hein, pour être très très précis. Donc, il n'y a pas de taille. Par contre, il y a une question de lisibilité, hein. L'Europe précise qu'il faut que ce soit lisible, très lisible. Donc, c'est pour ça qu'il y a cet espace autour du QR code qui doit être neutre, hein, dont Tatiana a parlé tout à l'heure. Mais il n'y a pas de taille. Après, toutes les plateformes, après, on suggère quand même que ça fasse au moins 1,2, 1,3 cm sur 1, enfin, que ce soit carré à 1,2 cm. Il faut préciser qu'il s'agit d'un QR code. Donc, il faut mentionner la notion d'ingrédient ou de déclaration nutritionnelle au-dessus du QR code pour que l'idée, la philosophie, c'est que le consommateur sache ce qu'il y a à travers ce QR code. Ah donc, oui, François nous montre son exemple. Merci, François. Là, ici, il y a le mot ingrédient et en dessous, il y a la valeur calorique. Hein. Alors, pour la lisibilité, on utilise des URL courtes, c'est-à-dire des URL avec 5, 6, 8 caractères maximum, puisque moins il y a de caractères dans une URL, moins il y a de points noirs à imprimer et plus le point est gros, donc plus c'est lisible. Voilà. Mais pas de taille précise, et juste une recommandation quand même. Je le vois bien parce que tous les jours, je valide des BAT. Aujourd'hui, j'accompagne les producteurs dans leur validation et il faut quand même prévoir un petit peu de place, au moins 1,5 cm pour ce faire. D'accord. J'ai une question, et après je laisserai la parole au vigneron si vous voulez. Sur la réglementation vin de France, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, Tatiana, ou ça suit les mêmes exigences que le reste, hein? Oui, ça suit les mêmes exigences. Moi, j'avais juste une question, en fait. C'est sur tous les QR codes, on voit 0 g. Et en fait, 0 g, ce n'est pas scientifique. Et c'est pas, je vais savoir, j'ai pas trouvé où est-ce que c'était écrit qu'on pouvait. Parce qu'en fait, un laboratoire ne pourra jamais vous dire que vous avez 0 g de sucre. Il y a des limites de détection, il y a des limites de quantification. Donc, un laboratoire peut vous dire que vous êtes en dessous de 2 g de sucre, mais le 0 g, ça n'existe pas. Donc, est-ce que c'est acquis qu'à partir du moment où le sucre ne sont pas détectés, on met 0 et ça, c'est légal? Oui. C'est à partir du moment où le sucre n'est pas détecté, on met 0. Et il y a aussi la notion, parfois le laboratoire va détecter moins d'1 gramme, 0,9, et il faut savoir que, enfin 0,5, il faut savoir que ça représente rien sur 100 grammes, sur 100 millilitres. Et donc, ah oui, bien sûr. Ouais. Mais en tout cas, si c'est pas détecté, c'est considéré comme 0. Parce qu'en fait, pour toutes les analyses de conformité, nous, on ne met jamais 0. Enfin, des analyses de résidus de pesticides, c'est toujours inférieur à une limite de détection. C'est pour ça. D'accord. Merci. On a une question de Marie sur pouvez-vous reparler des obligations pour les distributeurs et pour le e-commerce?
Oui, très rapidement, les distributeurs et e-commerce, en fait, il n'y a pas d'exception sur cette partie-là. Donc, c'est déjà le cas dans l'agroalimentaire. Quand un site Internet vend un produit alimentaire, il doit informer, il doit afficher ses données nutritionnelles sur la fiche produit de ce vin. Et donc, le vin qui arrive là n'échappera pas. Alors, il faut juste, je fais rapidement la différence entre un prospectus et un site de vente. Le prospectus, en fait, il ne vend pas. Vous pouvez toujours aller en magasin et vous avez accès aux informations avant d'acheter, si vous le souhaitez, évidemment. Mais un site de vente, lui, va devoir indiquer des informations nutritionnelles et on les accompagne aujourd'hui justement dans cette information parce que si on devait à chaque fois, si Carrefour devait redemander à chaque fois les données nutritionnelles à tous les producteurs, ils ne s'en sortiraient pas. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une limitation du nombre de QR codes dans ta solution? Non, générable dans ta solution? Moi, j'ai voulu simplement une solution simple, unique et illimitée. Donc, il n'y a aucune limite de nombre de QR codes. Voilà. Et c'est un prix unique. Oui, d'accord. Donc, OK. Pour répondre à Adrien aussi, c'est qu'une fois le QR code, enfin l'autre Adrien avec un H, hein, une fois le QR code généré, donc on peut modifier les informations et comme on disait, c'est un QR code qui va vivre et évoluer puisque c'est la plateforme derrière qui se charge des mises à jour. Exactement. OK. Alma Sersus pose la question, les consommateurs suisses, pour donner un exemple de pays hors Union européenne, pourront-ils avoir accès aux ingrédients s'ils scannent le QR code? Alors, juste avant, il y a je vois une question là sur le mot ingrédient, doit-il être traduit dans les langues des pays? Alors, c'est justement le mot ingrédient a été proposé par l'Europe assez tardivement, hein, ça date de novembre 2023. Il a été proposé par l'Europe parce que en fait, déjà ingrédients, vous avez l'espagnol ingredientes, c'est très proche dans beaucoup de langues européennes et donc c'est pour ça qu'il a été proposé par l'Europe. Ce n'est qu'une recommandation, c'est pas dans le texte, ça c'est dans des échanges et des questions-réponses qu'on a formulées, mais le mot ingrédient a été proposé et alors ça vient se mettre en conformité par rapport à une demande de la filière qui était d'indiquer juste un I dans le QR code. Mais en fait, le I, l'Europe a considéré que ce n'était pas assez précis. La philosophie globale, c'est de dire il faut indiquer que les données nutritionnelles se trouvent derrière ce QR code. Donc, on peut mettre le mot ingrédient, mais on peut mettre aussi données nutritionnelles en entier, quoi, hein. D'accord. Voilà. Mais le mot ingrédient est suggéré parce qu'il est le même dans plusieurs langues. D'accord, mais on le met donc en français, hein, c'est valable en français, ce que oui, voilà, oui, c'est valable. même si on envoie aux États-Unis. Okay. Donc pour les Suisses. Les Suisses pourront-ils avoir accès aux ingrédients? Oui, bien sûr. Bien sûr, si les Suisses scannent le QR code, aujourd'hui, ils ont accès aux données nutritionnelles. Et je précise que si un Chinois scanne le QR code aujourd'hui avec la plateforme, il a accès à ces données en anglais par nature. Voilà. Et demain, probablement, on intégrera le chinois et le japonais. OK, mais ça, c'est spécifique à ta plateforme ou parce que bon, on n'a pas de parti pris hein, avec dans ma bouteille qui est un des fournisseurs, mais il en existe d'autres. Hein. Nous, on est vraiment tiers de confiance. Donc, il existe d'autres. Neutre, mais c'est une évolution logique en fait. Hein. On va proposer l'information dans toutes les langues du monde. Aujourd'hui, la réglementation, c'est 24 langues. Et si c'est une langue asiatique ou si c'est une langue qui n'est pas dans ces 24 langues, à ce moment-là, ça s'affiche par nature en anglais. Voilà, OK. Franca Avella demande si le QR code doit aussi figurer ailleurs que sur la contre-étiquette, comme les caisses en bois, etc. Non, pas obligatoirement. D'accord. Il doit être avant sur la bouteille. OK. Et il doit se trouver dans le même espace visuel que le taux d'alcool et la femme enceinte. Et en fait, toutes les données déjà obligatoires, on doit retrouver ce QR code dans un même espace. On ne peut pas mettre le QR code tout en haut de la bouteille sur un habillage en haut et retrouver en bas les données type alcool. Il faut que ce soit dans un même champ visuel. Donc, idem sur les bibs. Idem sur les bibs. Dans le champ visuel, OK. On a déjà dépassé, donc on va clôturer. On ne peut pas prendre toutes les questions, mais
Ensuite, vous aurez les coordonnées d'Adrien et Tatiana pour leur poser des questions en one-to-one, je dirais. Une ou deux dernières questions. Qu'en est-il de la vente de vin en vrac dans les boutiques? C'est vrai que c'est intéressant comme sur le vin en vrac. Oui, alors en effet, il faudra les préciser via un QR code à côté du robinet. Ouais. D'accord. Et très important, c'est la même chose pour les bibes. Vous pouvez utiliser, si c'est le même vin, vous pouvez utiliser un même QR code sur Quel que soit différents le contenants. conditionnement. Voilà. D'accord. Il faut que ce D'ailleurs, soit tu par disais, contre le même. Pardon, tu disais qu'on pouvait ajouter d'autres données que les données réglementaires dans ce QR code, hein? Enfin, Oui, issues du QR code. en tout cas, moi, ça fait partie de ma philosophie et du développement de la plateforme depuis le début. Il y a la possibilité d'indiquer d'autres informations qui ne sont pas des informations commerciales, type le pH, l'acidité, etc. Ok. Dernière question et on va clôturer parce que bon, merci pour ces échanges et ces questions. Est-il possible de refaire un QR code pour une même cuvée entre deux millésimes où il y a eu un ajout d'un ingrédient dans l'un et pas l'autre? Alors, c'est tout à fait possible. Bien sûr, on peut refaire autant de QR codes qu'on veut. Après, c'est ce que présentait Tatiana aussi. Il y a des solutions pour envisager un éventail un peu plus large d'ingrédients déjà dans le premier QR code et d'utiliser la notion de « et où ». C'est-à-dire que quand on utilise la notion de « et où », on dit, bon, bah, potentiellement sur X mise en bouteille, on va utiliser plusieurs additifs, plusieurs acides, et comme on n'est pas sûr lequel on va faire, eh bien, on fait « et où ». Et ça, cette notion-là permet de garder le même QR code et d'envisager qu'il y ait deux mises qui ne soient pas exactement les mêmes. Après, vous pouvez aussi faire un nouveau QR code, mais je pense que moi, j'ai toujours réfléchi ma solution comme étant adaptée pour des petits et des moyens domaines et des TPE, PME. Et je pense que réimprimer un QR code à chaque fois qu'on met une mise, c'est certainement un peu plus compliqué. Donc, par contre, adapter l'affichage avec du « et où », voilà, le « et où » est autorisé justement pour pallier à ce type de problématique. Parfait. Eh bien, nous allons clôturer. Merci pour toutes ces expertises qui, j'espère, ont pu répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous faire part par retour de mail d'autres questions ou vous mettre en lien avec Adrien. Alors, sachez que Adrien, Tatiana et François seront présents au Wine Connect. Pour les retardataires, je remets le lien vers Wine Connect, l'événement du vin et numérique le 23 avril. Ils seront présents. Vous pourrez les rencontrer en one-to-one. Sachez également qu'il n'existe pas que cette solution, hein, une fois de plus, mais on était là aussi pour vous présenter de manière générique comment le numérique, les Gen Codes peuvent vous aider à répondre à la réglementation européenne. Donc, on demeure à votre disposition et un replay du webinaire est bien entendu disponible puisque vous étiez plus de 105 inscrits et voilà, et tous n'ont pas pu assister. On nous a vraiment demandé, parce que c'est une question très prégnante, à pouvoir assister au replay. Donc, merci à tous. Merci aux 3 intervenants pour leur éclairage et leur retour d'expérience. C'était un super webinaire. Et je vous dis à très bientôt sur le Wine Connect, on espère, le 23 avril. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.